On va accueillir tout de suite notre intervenant suivant. Il est auteur, il a écrit, publié en 2016 un essai qui s'intitule « Les vertus de l'échec ». On est parfaitement en phase avec cet après-midi. C'est le philosophe Charles Pépin. Venez Charles, vous allez pouvoir tout de suite nous expliquer pourquoi, selon vous, savoir vivre, c'est aussi savoir rater. Tout un programme. Bienvenue. Savoir vivre, c'est savoir rater. Et je pense qu'il y a une sagesse de l'échec qui fait grandir beaucoup plus que l'ivresse du succès. Mais pour commencer tout de suite, je voudrais d'abord qu'on parle un peu des chevaux. Est-ce que vous avez déjà vu un petit poulain à la naissance? Ou plutôt quelques heures après la naissance? Le petit poulain, au bout de quelques minutes, parfois au bout de quelques heures, eh bien, il sait marcher. Il arrive à marcher, il n'échoue pas. Et il n'a pas besoin d'apprendre de ses échecs, il n'a pas besoin de rater, il n'a pas besoin de se rectifier. Il marche, et si on le compare au petit humain, qui échoue en moyenne 2000 fois avant de réussir à marcher, eh bien, on a l'impression que le poulain est un animal réussi. Simplement, toute sa vie, il va marcher de la même manière. Toute sa vie, il va marcher comme il a marché au bout de 2 heures, alors que le petit enfant, qui a mis 2000 fois, qui a rectifié son échec 2000 fois en moyenne avant de réussir à marcher, eh bien, il fera du vélo, il conduira des voitures, il pilotera des avions. Comme quoi, on va peut-être plus loin quand on commence par échouer et par rectifier son erreur que lorsqu'on sait faire les choses immédiatement, spontanément. Au fond, on n'a jamais vu de poulain faire du vélo, on n'a jamais vu de poulain conduire de voiture, on n'a jamais vu de poulain faire autre chose que ce qu'il sait faire d'instinct. Ce qui permet de poser la première question de mon intervention. Finalement, pourquoi nous ratons ? La réponse habituelle, c'est nous ratons parce que nous sommes nuls, nous ratons parce que nous n'avons pas de chance, nous ratons parce que nous avons été mal éduqués, nous ratons parce que nous sommes nés du mauvais côté du fleuve, parce que nous n'avons pas eu de chance à la naissance et que nous répétons des schémas familiaux, etc. Et bien, si on compare le petit homme au poulain, on arrive à une autre réponse. Finalement, nous ratons, non pas parce que nous sommes nuls ou parce que nous avons été mal éduqués, mais nous ratons parce que nous sommes libres. Tout simplement parce que notre façon de nous comporter, notre façon de faire, n'est pas une obéissance pure et simple à l'instinct naturel. Nous ratons parce que nous ne sommes pas programmés à faire ce que nous faisons dans une obéissance parfaite à l'instinct. Est-ce que vous avez déjà vu une araignée échouer à tisser sa toile? Aucune araignée n'échoue, aucune araignée ne rate lorsqu'elle tisse sa toile. Aucun oiseau n'échoue lorsqu'il confectionne son nid. Pourquoi? Parce qu'ils le font d'instinct. Eh bien, la première chose que je voudrais que vous écoutiez, cette première résonance étrange que je voudrais que vous entendiez, c'est la résonance qui n'est pas habituelle entre rater et liberté. Nous ratons parce que nous sommes libres. Nous sommes des enfants de la défaillance de l'instinct naturel. Dans l'évolution, il y a eu une sorte de bug. Et à un moment, ce bug a fait l'espèce humaine, une espèce capable d'apprendre de ses ratages. Puisque l'instinct en nous est défaillant, eh bien, il nous faut essayer et nous rectifier. Puisque l'instinct en nous est défaillant, il nous faut apprendre de nos ratages. Et la deuxième résonance que je voudrais que vous entendiez, c'est non plus entre raté et liberté, mais entre ratage et apprentissage. Nous apprenons de nos erreurs en les rectifiant, mais bien sûr aussi nous apprenons des erreurs des aïeux, nous apprenons des erreurs des autres, et c'est ça aussi la culture. Il y a une culture parce qu'il y a du ratage. La culture est une culture du ratage, l'apprentissage est un apprentissage du ratage, et finalement, nous ne sommes pas des animaux réussis, nous sommes des animaux ratés, et c'est pourquoi nous sommes libres, et c'est pourquoi nous apprenons tant de nos ratages. Finalement, toute la culture humaine, qu'on parle d'apprentissage, qu'on parle de liberté, qu'on parle d'empathie, est liée à l'expérience du ratage. Quand j'ai pris l'exemple du poulain, qui sait faire d'instinct ce qu'il a à faire, qui n'a pas à apprendre de ses échecs, eh bien c'est vrai qu'il y a quand même des animaux qui apprennent un petit peu de leur ratage, mais dans une très faible mesure, puisque pour l'essentiel, ils obéissent à l'instinct. Mais en gros, chez ces mammifères, il n'y a pas un grand-père qui va arriver et qui va apprendre quelque chose à son petit-fils. Il n'y a pas de papy-renard, il n'y a pas de papy-cheval. Il y a au fond simplement un instinct qui dit à l'animal, ça se passe comme ça. Tu n'as pas besoin de tâtonner, tu n'as pas besoin de te rectifier. Et cette idée que finalement la vérité n'est qu'une erreur rectifiée, que finalement la vérité s'obtient en corrigeant une erreur initiale, eh bien c'est aussi toute l'idée de l'épistémologie, toute l'idée de l'histoire de la science.
ce que nous montre le philosophe français Gaston Bachelard, c'est que dans toute l'histoire de la science, les savants arrivent à la vérité en rectifiant une erreur initiale. Finalement, c'est comme si on ne pouvait pas arriver à la vérité tout de suite. Il fallait essayer, faire une erreur, rectifier l'erreur, et à l'issue de la rectification, parvenir à la vérité. Eh bien, quel contraste quand on comprend cette sagesse-là, cette sagesse de l'échec et de la rectification. Quel contraste avec cette culture française, dans laquelle bien souvent, avoir raté, c'est être un raté. Quand on pense à ces enfants de CM1 qui sont traumatisés à l'idée de se tromper, et quand on compare cela à cette évidence de l'épistémologie, à cette évidence de la sagesse de l'échec, alors il y a un incroyable gap. Ce que montre Bachelard, c'est que les hommes commencent par faire des mauvaises hypothèses, mais que dans la rencontre du réel, dans cette aventure qu'est la rencontre du réel, finalement, il n'y a aucune raison qu'on trouve la vérité tout de suite. Il faut tenter, il faut rectifier, et il faut finalement parvenir à établir une vérité, qui n'est jamais, la phrase est très belle, qu'une erreur rectifiée. Alors évidemment, il y a des philosophes que j'apprécie beaucoup, qui ont bien compris cette sagesse de l'échec. Par exemple, Michael Jordan, qui dit de manière assez simple qu'il est devenu lui-même, lors de tous ces paniers qu'il a ratés, lors de tous ces tirs de la victoire qu'il a pris et qu'il a ratés. Alors c'est celui qui a marqué le plus de paniers de l'histoire du basket, mais il dit qu'il est devenu lui-même le jour où il a échoué. Alors on va essayer de comprendre ça. D'abord, ce que veut dire Michael Jordan, c'est que c'est plus dur de savoir perdre que de savoir gagner. Qu'on apprend plus. Vous savez, quand vous avez réussi quelque chose, il y a une ivresse du succès qui est bien agréable, mais qui ne nous apprend pas grand-chose. On n'est pas très tenté, quand on a réussi quelque chose, de s'arrêter et de faire un brainstorming pour essayer de comprendre pourquoi ça a si bien marché. Évidemment, il faudrait le faire, mais l'ivresse du succès nous donne surtout envie de recommencer sans trop se poser de questions. Alors que dans l'échec, il y a quelque chose qui résiste. Dans l'échec, finalement, je me cogne contre le réel, je le rencontre et je m'interroge. Je m'arrête devant son mystère, je m'arrête devant son épaisseur et je le questionne, d'autant plus que précisément, il me résiste. C'est ça que veut dire Michael Jordan. Il dit « Je suis devenu moi-même quand j'ai eu la pression, quand j'ai eu le tir de la victoire et quand je l'ai manqué. » Ce qu'il veut dire aussi, bien sûr, c'est qu'il a appris cette espèce d'humilité dans la rencontre du réel qui résiste. Et il y a plein d'anecdotes comme ça, il y a plein d'exemples de gens qu'on connaît pour leur réussite, alors qu'en vérité, ils ont davantage échoué. Et ils sont devenus eux-mêmes dans l'épreuve de l'échec. Il y a un autre philosophe que j'aime bien, qui est aussi un scientifique, qui s'appelle Thomas Edison. Vous savez, il a déposé plus de 2000 brevets, il a fondé General Electric. Et Thomas Edison, il a mis beaucoup de nuits à essayer d'inventer l'ampoule à combustion. Et puis, au bout de pas mal de nuits blanches, pas mal de mois d'échecs, où le réel résiste, eh bien, il passe en une nuit blanche, et puis le matin, son collaborateur lui dit « Mais comment vous faites pour échouer, avoir échoué des milliers de fois, et continuer à y croire ?» Et là, Thomas Edison répond « Mais je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » Alors ça veut dire quoi? Si on s'arrête un petit peu sur cette idée, il a réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. On pourrait se dire, oui, mais c'est un surhomme, il est dans le volontarisme, il est dans l'entêtement, nous n'avons pas cette force surhumaine de continuer, de persévérer, alors même que le réel résiste. Mais ce n'est pas simplement de la persévérance, ce n'est pas simplement de l'entêtement, j'aurais presque envie de dire, ce n'est pas du tout de l'entêtement, et c'est un tout petit peu de la persévérance, mais c'est surtout autre chose. Et quand on écoute Thomas Edison, on sait ce qu'est cette autre chose. En fait, quand le réel résiste, quand il essaye de faire que s'enflamme le filament de tungstène au milieu de l'ampoule, quand il essaye et que ça ne marche pas, eh bien, ça allume son œil, ça allume une curiosité insatiable à l'égard de la complexité du réel, à l'égard de ce qui résiste. Finalement, c'est plus intéressant quand ça résiste que quand ça ne résiste pas. Et c'est pour ça qu'il continue, simplement parce que ça l'intéresse de découvrir ce qu'il découvre au contact même de l'échec. Eh bien voilà, c'est ce que j'appelle la sagesse de l'échec. Et pour bien la comprendre, il faut arrêter de toujours opposer l'échec au succès, comme si l'existence était si simple.
Mais bien souvent, finalement, ce n'est pas échec ou succès, hein. Le jour où vous avez une promotion dans votre métier et où vous divorcez en même temps, échec ou succès. Le jour où vous réussissez très bien mais en vous comportant mal, échec ou succès. Le jour où vous êtes finalement dans un triomphe social mais qui s'accompagne de l'évidence que vous avez été infidèle à votre idéal, échec ou succès. Eh bien, cette sagesse de l'échec, elle est philosophique au sens où elle nous invite à comprendre que cette distinction entre l'échec et le succès, elle est artificielle. Et c'est au fond ce que dit très bien Beckett lorsqu'il fait dire plutôt à un de ses personnages, « Tu as échoué, très bien, essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux. » Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette idée qui nous suggère déjà qu'il n'y a pas échec ou succès, il y a peut-être déjà une forme de réussite dans la manière d'échouer de moins en moins précisément. Ça veut dire quoi, échouer de mieux en mieux? Ça veut dire que peut-être je persiste à ne pas réussir, mais peut-être ça veut dire que j'échoue d'une manière qui me ressemble. J'échoue d'une manière qui m'est propre, qui est intéressante, qui, quelque part, indique quelque chose comme ma singularité. Je vais vous poser une question un peu avec un petit angle particulier pour que vous compreniez cette idée implicite dans la phrase de Beckett. Échoue encore, mais échoue mieux. Qu'est-ce que vous préférez dans votre existence? Est-ce que vous préférez échouer d'une manière intéressante ou réussir d'une manière inintéressante? Est-ce que vous préférez un échec qui vous ressemble ou une réussite conformiste? Parce que la question est là, si vous échouez d'une manière qui vous ressemble, en ayant pris un risque, en ayant manifesté une audace particulière, alors évidemment, eh bien, vous êtes sur un chemin qui pourra vous conduire à une réussite de votre singularité. Au fond, la question, ce n'est pas réussir ou échouer, c'est peut-être réussir à exprimer sa voix singulière. Dans tous les parcours qu'on peut citer, Barbara, Gainsbourg, De Gaulle, tous ces gens qui ont échoué, on s'aperçoit que s'ils ont beaucoup échoué avant de beaucoup réussir, c'est parce qu'ils ont essayé quelque chose qui leur ressemblait. Ils ont essayé d'exprimer quelque chose comme une singularité. Et bien souvent, on peut réussir en mettant ses pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. On peut réussir comme tout le monde. Et finalement, on est porté par cette réussite jusqu'au seuil de la mort, sans savoir finalement qui on est. Il y a un personnage de La nausée de Sartre qui résume très bien ça, qui est le docteur Roger. Le docteur Roger, il a réussi. C'est un notable de province. Il fait des grands déjeuners. Tout le monde le salue. C'est monsieur le docteur, etc. Et puis, Sartre le décrit à l'issue d'un repas. Et le docteur Roger, qui est gonflé de son être, de suffisant, il a bien mangé, il a un petit peu bu, puis les autres convives sont partis, et lui, il s'endort sur sa banquette. Il est en train de digérer, il est le docteur Roger, il n'a plus rien à prouver. Et Sartre dit, mais regardez-le, le bon docteur Roger, il tombe doucement dans l'enflure de l'être. Et bien ça, vous voyez, c'est ce que j'appelle aussi le coup du succès. Parfois, quand on n'a pas assez échoué, on a l'impression d'être celui qu'on est. On se présente comme ceci et comme cela. On est enflé de son être. On est dans la suffisance. On est au fond dans l'absence d'inquiétude. On est dans l'absence d'intranquillité. Et finalement, c'est parce qu'on n'a peut-être pas assez échoué. On n'a peut-être pas assez rencontré cette résistance du réel qui fait que le pourquoi s'élève et que je me dis au fond, est-ce que ça m'intéresse tout ça? Est-ce que j'ai raison d'essayer dans cette voie? Et finalement, si j'ai échoué, c'est peut-être que je tente quelque chose dans une voie qui ne me correspond pas. Et c'est là qu'on arrive à un point important que je n'ai pas du tout évoqué. Mais si on veut comprendre l'idée de la vertu de l'échec, si on veut comprendre l'idée de la sagesse de l'échec, il faut absolument dire qu'il y a deux grandes vertus de l'échec opposées. Dans tout ce qu'on dit pour l'instant, et qui était présent aussi dans le propos d'Idriss, il y avait cette idée que l'échec peut nous permettre de réussir dans la voie dans laquelle on a échoué au début. Parce que l'échec est pédagogique, parce qu'on apprend des choses, parce qu'on tire un apprentissage de son ratage. C'est ce que j'ai dit aussi en opposant le petit enfant au poulain. C'est vrai, ça s'appelle la vertu de persévérance. Mais attention, il faut s'arrêter sur son échec et entendre ce que l'échec a à nous dire. Et il y a une autre grande vertu de l'échec qui est opposée, qui est la vertu de bifurcation. Parfois, mon échec me dit, non pas de persévérer dans la voie dans laquelle je fais des efforts, en étant riche de ce que mon échec m'a appris, mais parfois mon échec me souffle la sagesse contraire. Cette voie n'est pas faite pour toi, change de voie, bifurque, va voir ailleurs. Et dans ce cas-là, on aurait eu besoin de l'échec pour envisager autre chose. C'est l'échec de Gainsbourg comme peintre qui le lance vers la peinture.
C'est l'échec de Michel Tournier comme universitaire qui le lance vers le roman. C'est l'échec de tous ces cadres et salariés qui sont licenciés et qui les lancent vers l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on appelle la vertu de bifurcation. Donc j'aurais envie de dire qu'il y a des conditions pour que l'échec soit vertueux. Parce qu'attention, le danger de cette rencontre, de cette journée, c'est que si tout le monde vous dit l'échec est vertueux, si tout le monde vous dit l'échec est une chance, si tout le monde vous dit tu rebondis comme une balle rebondissante à l'infini par la grâce de l'échec, et si le jour où vous échouez, vous le prenez mal, si vous vous sentez nul, et si en plus on vous dit l'échec est vertueux mais que vous n'en profitez pas, que vous ne voyez pas la vertu de l'échec, alors ça va être la double peine. Vous allez être encore plus culpabilisé, vous allez être encore plus stigmatisé, parce qu'en plus d'avoir échoué, on va vous dire quoi, tu as échoué, et en plus tu n'es même pas capable d'en tirer une leçon. Eh bien c'est ça qu'il faut éviter. Et évidemment, comment on fait pour l'éviter? Eh bien on réunit un certain nombre de conditions que je vais vous résumer. Et si ces conditions ne sont pas réunies, alors il n'y aura pas de vertu de l'échec, il y aura simplement une blessure d'ego, il y aura simplement ce sentiment, non pas simplement d'avoir raté dans ce projet ou cette initiative, ou cette idée, mais d'être un raté et d'être enfoncé dans une essence, d'être identifié dans une essence. Première condition pour éviter ça, d'abord, reconnaître qu'il y a échec. S'il y a déni de l'échec, il n'y aura pas vertu de l'échec. Deuxième condition, après la première, pas de déni, pas d'identification. Mon échec n'est pas moi. Ce n'est pas l'échec de ma personne, c'est l'échec de mon projet. Mon échec n'est pas le mien. Il est le mien, mais il n'est pas le mien. Il est le mien au sens où je l'assume du point de vue de la responsabilité, mais il n'est pas le mien parce qu'il n'est pas l'échec de mon moi. Troisième condition, s'arrêter sur l'échec, prendre le temps d'entendre cette petite voix de l'échec. Que me dit-elle? Cette petite voix me dit-elle de continuer riche de cet apprentissage nouveau, ou me dit-elle au contraire de bifurquer et de changer de voie, et grâce à ce panneau sens interdit qui vient de jaillir à l'issue de mon échec, eh bien le voir autrement, le voir comme un panneau indicatif qui me propose d'aller voir ailleurs et de réussir ailleurs. Et puis enfin, comprendre que l'essentiel, bien sûr, n'est pas de réussir au sens social, au sens objectif, mais c'est peut-être de réussir dans son humanité et de gagner en qualité humaine, de gagner en qualité d'empathie, de gagner en qualité relationnelle. Or, on observe à l'évidence que les gens qui ont plus échoué que réussi sont des gens qui écoutent plus, qui ont plus de qualité d'attention, qui sont plus capables de donner leur chance aux autres. Et finalement, j'aurais envie de dire des choses beaucoup plus simplement. Quand on a échoué et qu'on n'est pas simplement un winner, quand on ne se contente pas d'enchaîner les succès, alors il y a des choses très simples de l'existence qu'on est capable de mesurer avec plus d'intensité, avec plus de bonheur, avec plus de beauté, avec plus de gravité. Quand vous amenez votre enfant à l'école le matin, eh bien, quand vous buvez un verre de rosé au soleil, quand vous prenez un petit café au comptoir, quand vous savez regarder les gens que vous aimez, quand vous savez prendre du temps avec les gens que vous aimez, eh bien, je crois que tout cela est épaissi par la grâce de l'échec. Je crois que quand on a échoué dans des choses compliquées, dans des choses ambitieuses, on est capable d'être un peu débarrassé du superficiel, d'être un peu débarrassé de l'inessentiel et de retrouver la saveur essentielle des choses que peut-être on avait oubliées parce qu'on était trop dans la réussite, trop dans la win, et qu'on n'était pas capable de sentir la résistance de ce réel, de sentir son épaisseur et de sentir sa complexité. Je conclurai en disant que tout ce que je vous ai proposé, c'est au fond d'être contre l'essentialisme. Mon échec, ce n'est pas l'échec de mon essence, et c'est une vision davantage existentialiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire de mon échec? Mais la question se pose aussi par rapport à mon succès. Qu'est-ce que je vais faire de mon succès? Ce n'est pas qu'est-ce que mon échec me dit que je suis? Oubliez cette question. Ça n'est pas qu'est-ce que mon succès me dit que je suis? Oubliez cette question. Vous n'êtes ni des losers, ni des winners. Vous n'êtes pas fixé, épinglé dans une essence. Vous devenez, vous existez. Vous pouvez rebondir, persévérer ou bifurquer. C'est pourquoi je laisserai un philosophe important conclure, qui s'appelle Miles Davis, et qui disait à ses musiciens, alors qu'ils avaient peur de rater, il leur disait, mais d'abord, votre échec, c'est d'avoir peur de rater. Parce que oser, c'est oser l'échec. Donc déjà, si vous avez peur de rater, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'existence. Mais il leur disait surtout, vous avez peur de la fausse note. Et ce qu'il dit après résume ce que j'appelle la sagesse existentialiste de l'échec, la sagesse non essentialiste. Il leur disait,
Vous avez peur de la fausse note, mais c'est parce que vous n'avez pas compris que la fausse note n'existe pas. Quand vous jouez une note, eh bien, seules les notes d'après permettront de savoir si cette note était juste ou fausse. Mais quand vous souffrez, quand vous vous identifiez à votre échec, quand vous êtes blessé par le ratage, alors vous mettez la musique sur pause, vous arrêtez au pire moment, ou plutôt vous la mettez sur repeat, et au pire moment, alors que la vie continue, alors que l'existence est un fleuve à réorienter, eh bien, au lieu de laisser le rythme continuer, au lieu de laisser la musique se poursuivre et de faire de cette erreur une lumière pour l'avenir, et sûrement la clé d'une réussite possible, eh bien, vous n'êtes pas capable d'être dans le fleuve de la vie et vous essentialisez, et vous arrêtez l'existence, vous vous identifiez à votre échec. Eh bien, ce que disait Miles Davis, qui résume très bien ce que j'appelle existentialisme, c'est qu'au fond, nous n'avons pas à nous arrêter et à nous identifier éternellement à une essence de loser ou à une essence de raté. C'est exactement ce que voulait dire Mandela lorsqu'il a dit je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Merci beaucoup.